Je vais en effet parler de l'urban mining et plus précisément du recyclage et du réemploi. Je travaille au laboratoire Solutions durables et circulaires du CSTC. Le principe de l'économie circulaire est de conserver la valeur des matériaux et des produits en circulation aussi longtemps que possible. Et ce principe peut être mis en œuvre pour le secteur de la construction, notamment grâce à ce qu'on appelle l'urban mining. Donc on va viser ici à utiliser des ressources qui sont déjà disponibles et ainsi minimiser la production de déchets via la réparation, la maintenance, le réemploi, la refabrication et le recyclage des matériaux. Donc je vais tout d'abord faire une brève introduction sur l'urban mining pour ensuite parler de la gestion des déchets issus des chantiers de construction et ensuite m'intéresser au réemploi des matériaux selon deux angles: comment déterminer leur potentiel de réemploi et ensuite comment déterminer leur performance technique. Donc tout d'abord, l'urban mining, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit précisément, il va être question de recyclage, de réemploi, de maintenance ou encore de refabrication. Et en fait, il va être question de considérer les déchets issus du secteur de la construction comme des ressources. Donc on va considérer les bâtiments comme des mines urbaines et l'idée va être de récupérer les flux des activités de construction, de transformation, de rénovation et de démolition. Donc on va ainsi pouvoir répondre au principe de construction circulaire car on conserve la valeur des matériaux en circulation. Donc l'échelle de Lansing hiérarchise ces différents traitements des déchets. Dans le cas de la construction, cette hiérarchie va se traduire par un maintien le plus longtemps possible des produits en place, via notamment un bon entretien. Ensuite, par une déconstruction soigneuse qui va permettre de réutiliser les produits. Et puis une refabrication et ensuite un recyclage. Je ne vais pas aller plus en détail ici parce que je pense que Laetitia a déjà expliqué ça de manière très détaillée. Alors, de nombreux types de matériaux sont présents dans les mines urbaines. Une grande quantité de ces matériaux est constituée des inertes. La plupart de ces déchets peuvent être recyclés, mais il existe cependant de nombreux autres flux qui sont très divers, pour lesquels des solutions de recyclage ou de réemploi existent ou sont encore à développer. Et la fraction des déchets dangereux va également être à traiter différemment. Alors, on va maintenant aborder le sujet des déchets qui sont issus des chantiers de construction. Donc, on va bien parler des chantiers de construction et non de démolition. Donc, il va s'agir notamment des chutes de mise en œuvre et des déchets d'emballage. Je vais essayer de répondre aux questions: comment peut-on les gérer mieux et quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Donc, je vais pour ça me baser sur les connaissances qui ont été acquises lors du projet CPDB, donc le projet chantier pilote de gestion innovante des déchets de construction à Bruxelles, qui a permis d'expérimenter des pratiques innovantes de gestion des déchets sur 17 chantiers pilotes. L'objectif principal de ce projet était d'accompagner les entrepreneurs en partenariat avec leurs sous-traitants et fournisseurs pour expérimenter des pratiques innovantes. Alors, un des constats importants est qu'il y a beaucoup de différences entre les petits et les grands chantiers en termes de gestion des déchets. Donc les plus grandes différences sont surtout dans le modèle économique qui est lié à la collecte et au transport des déchets. Alors pour les chantiers de petite taille, les déchets réalisés lors de la construction sont présents en plus faible quantité, mais ils peuvent quand même être triés séparément afin d'être recyclés. Il y a plusieurs manières de faire. Soit il est possible de trier à la source tous les déchets, notamment dans des petits contenants comme des sacs à gravats, qui vont permettre de trier de nombreuses fractions comme le bois, les métaux ou encore des filières spécifiques. On va également pouvoir louer des conteneurs tout venant pour l'évacuation des déchets. Le tri sur chantier n'est alors pas exécuté et les entrepreneurs vont payer un prix plus élevé pour ces déchets. Et enfin, une autre possibilité est de massifier les déchets, donc principalement en entrepôt. Les déchets vont être ainsi donc massifiés, vont être triés et vont permettre à l'entrepreneur de bénéficier de prix avantageux pour la location de conteneurs compte tenu du volume des déchets triés qui vont être évacués. Alors pour les grands chantiers, ça va fonctionner souvent autrement. Pour la majorité des grands chantiers, il y a des contrats cadres avec des collecteurs de déchets pour les flux habituels comme les inertes, les bois, les métaux, aussi les déchets dangereux et les flux de tout venant évidemment, ainsi que pour des flux particuliers.
Il y a plusieurs manières pour diminuer le coût de gestion de ces déchets. La première manière d'y arriver, c'est de diminuer le nombre de conteneurs tout venant et d'augmenter le tri des autres fractions. Et la deuxième manière, c'est de diminuer également le nombre de conteneurs des autres déchets triés. Et on va pouvoir faire ça en fait en améliorant le rangement de ces conteneurs. Et il faut cependant qu'il y ait, dans tous les cas, une place suffisante sur chantier pour permettre ce tri sur chantier. Alors, différentes étapes vont permettre de mieux gérer les déchets sur les chantiers de construction. La première étape va consister en une bonne préparation qui va être réalisée de préférence avant le chantier. Cette estimation va permettre d'une part d'identifier les déchets attendus et d'autre part d'estimer quelles sont leurs quantités. Ça va faire partie d'un plan de gestion des déchets qui aura pour but, premièrement, d'organiser les interventions sur chantier, donc définir les zones de collecte, préparer les modes de collecte, définir à quel niveau de tri on veut arriver, comment va se passer l'évacuation, le monitoring de ces déchets, etc. Et le deuxième but est d'assurer l'envoi de ces déchets vers les meilleures filières de traitement. Alors après l'estimation, il va également être intéressant pour chaque chantier de réaliser un monitoring de la production réelle des déchets sur chantier. Donc, on va garder la trace des déchets évacués. Ça peut se faire à partir des bordereaux d'évacuation ou des factures qui sont remises par les collecteurs de déchets ou à partir des quantités qui sont souvent mesurées en masse de déchets versés dans les centres de collecte et de tri. Donc, on va encoder ces données et ça va permettre de tirer des conclusions. D'une part, pour mieux estimer les quantités. Ensuite, aussi pour mieux organiser le chantier et le tri. Donc, par exemple, dans le tableau de droite, on peut voir qu'on a une grande proportion de tout venant, donc c'est les barres en bleu, qui va diminuer pendant les périodes durant lesquelles des dispositions de tri ont été mises en place. Et à partir d'un moment, les façades ont été fermées et donc à ce moment-là, les déchets n'ont plus été triés aux étages et on voit que la proportion de tout venant a de nouveau augmenté parce que le tri a en fait diminué. Donc ce monitoring va vraiment permettre de pouvoir tirer des conclusions du tri qui a pu être effectué sur chantier. Ensuite, il va être intéressant de comparer les estimations au monitoring de manière à améliorer son tri sur chantier. Lors des chantiers pilotes, des différences ont été constatées entre les estimations et la réalité. Et les plus grandes différences provenaient principalement de deux flux de déchets, les bois et les tout venants. Alors, les flux de déchets mesurés étaient plus importants dans la plupart des cas par rapport aux estimations réalisées. La première raison était que les coffrages et les emballages notamment diffèrent souvent selon les fournisseurs et les entrepreneurs et donc ils sont assez difficiles à estimer. Et donc il arrive sur chantier que la quantité de bois jeté va dépasser les estimations simplement par la présence de bois de coffrage dans les conteneurs. Une deuxième raison de cette différence est que beaucoup de conteneurs ont été déclassés, des conteneurs monoflux, donc par exemple des conteneurs de bois ou de métal ou d'inerte. Et la raison de ce déclassement vers des conteneurs tout venants est qu'il y avait une présence de contaminants et donc d'autres matériaux qui n'étaient pas acceptés dans ces conteneurs étaient présents dans les conteneurs monoflux. Et donc ça pose un problème parce que le tri est donc moins bien effectué et parce que ça va coûter plus cher à l'entrepreneur. Une troisième raison de cette différence est que les conteneurs sont parfois mal rangés et donc le foisonnement des déchets va empêcher de les remplir correctement, ce qui peut aussi entraîner un surcoût. Ça a été d'autant plus constaté avec les déchets de bois. Et un dernier cas de différence entre l'estimation et le monitoring, mais dans ce cas-ci, c'est l'estimation qui était inférieure à ce qui avait été mesuré. Donc ce point a été vérifié sur des chantiers où la préfabrication était importante. Donc en fait, la préfabrication va permettre de diminuer la production de déchets sur chantier, et donc notamment via le volume d'emballage des matériaux qui va être inférieur aux méthodes habituelles. Donc en résumé, il est d'une part important de bien trier et d'empêcher des contaminants de faire déclasser un conteneur vers les conteneurs tout venants,
Et d'autre part, il est important d'éviter le foisonnement et donc de bien remplir les conteneurs et bien les ranger pour éviter de perdre de l'argent et permettre un meilleur tri. Alors, en plus des filières connues telles que les tout venants, les métaux, les bois et les déchets dangereux, il existe des filières de gestion des déchets spécifiques. L'avantage ici, c'est que ces filières vont être mises en place par les producteurs et les fournisseurs et ça va permettre de réintroduire des chutes de mise en œuvre ou des emballages dans les boucles de production des matériaux. Donc, un certain nombre de ces filières ont été testées, comme les filières de laine de roche, de laine de verre, les emballages plastiques ou encore les moquettes, par exemple. Et certaines de ces filières fonctionnent très bien. Par contre, pour certaines, l'expérience s'est révélée un peu moins concluante. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails ici, mais vous pouvez trouver un récapitulatif des filières testées sur le site du projet CPDB. Alors, une autre innovation qui a été testée pendant ces chantiers pilotes consiste à réaliser des partenariats ou des symbioses industrielles. L'idée ici, c'est d'étendre la durée de vie des déchets de construction en les réutilisant pour une autre fonction. Par exemple, le bois de coffrage d'un chantier de Jacques Delance a été réutilisé pour la création de mobilier à la ferme Nopelif. Et depuis, un partenariat s'est mis en place et donc ce bois est régulièrement réutilisé pour la création d'autres objets. Ce qui est également possible, c'est des partenariats avec des valoristes ou des gardiens de chantier. Donc ces gardiens de chantier avaient pour rôle de mieux trier et mieux ranger les meubles notamment. Et ces valoristes pouvaient être externes à l'entreprise et engagés comme un sous-traitant, ou alors c'était des personnes internes à l'entreprise qui ont été formées et ça a permis le développement du métier de valoriste au sein de l'entreprise. Alors d'autres pistes peuvent être intéressantes et peuvent améliorer la gestion des déchets ça peut être via la coopération avec d'autres acteurs. Donc, par exemple, le BCCC, pour Brussels Construction Consolidation Center, c'est une plateforme logistique qui vise à améliorer la fiabilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement des chantiers. Donc, ce BCCC, c'est un nouvel acteur de logistique qui va s'intégrer entre les fournisseurs et entre les chantiers. Et donc, les matériaux de construction peuvent y être déposés temporairement avant d'être consolidés, par exemple en camion complet, et envoyés vers le chantier. Alors, cette logique pourrait aussi être appliquée pour les déchets de construction. Donc, les déchets, notamment des petites entreprises, pourraient y être massifiés avant d'être envoyés en plus grande quantité vers les collectes et les tri. Ça peut aussi être intéressant pour des chantiers de plus grande envergure, mais qui n'ont pas beaucoup de place pour organiser le tri. Et enfin, on a Werflink, qui est une plateforme collaborative qui permet de partager les équipements et les matériaux de construction excédentaires entre plusieurs entreprises. Alors, pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter le site du projet CPDB, qui reprend des fiches très pratiques sur la gestion des déchets. Et sur le site du CSTC, vous pouvez également retrouver un article concernant le recyclage des déchets de construction et de démolition. Alors nous allons maintenant passer au sujet suivant, qui est le réemploi. Nous allons l'aborder selon deux questions. La première est comment peut-on déterminer le potentiel de réemploi des matériaux? Je présenterai ce que sont un audit et un inventaire réemploi. Et la deuxième question est comment peut-on déterminer les performances techniques des matériaux de réemploi? Et donc, je présenterai une procédure qui est développée dans le cadre du projet BBSM. Donc, tout d'abord, un audit réemploi, c'est une opération qui est effectuée dans un bâtiment qui est destiné à être démoli ou partiellement démoli. Le but de cet audit, c'est d'identifier les matériaux de construction qui vont présenter un haut potentiel de réemploi. Le résultat de cet audit, il va venir sous la forme d'un inventaire réemploi qui va lister les différents éléments potentiellement réutilisables qui ont été identifiés. Cet inventaire réemploi va présenter des informations sur les produits et sur les matériaux comme les dimensions, les quantités, l'état, l'impact environnemental ou encore les caractéristiques techniques. Et alors, réaliser un inventaire réemploi va en fait être une étape cruciale pour accroître la quantité de matériaux effectivement réutilisés par le secteur de la construction, parce que ces inventaires peuvent servir
d'une part, à donner aux maîtres d'ouvrage et aux concepteurs de nouveaux projets des informations concernant les opportunités de réemploi des éléments déjà présents sur site. Ça va également servir à avertir les revendeurs de réemploi ou toute autre personne intéressée de la disponibilité de matériaux potentiellement réemployables. Ils vont également permettre d'indiquer à l'entreprise de démolition quels sont les éléments qui vont devoir être déconstruits soigneusement. Et enfin, ils vont servir d'outils d'aide à la décision pour discuter de la récupération et du réemploi effectif de la destination des produits. Donc cet audit et cet inventaire réemploi sont étudiés dans le cadre du projet FCRBE, qui est un projet qui vise à faciliter la circulation des éléments de construction récupérés. Alors, dans le cadre de ce projet, un guide d'aide à l'identification du potentiel de réemploi a été publié et ce guide donne des pistes pour répondre à de nombreuses questions. Ces questions sont: quand effectuer un audit de réemploi? Qui peut effectuer un audit de réemploi? Quelle finalité de réemploi? Comment les ambitions définissent le type d'approche? Et enfin, comment réaliser un audit de réemploi? Alors, pour résumer brièvement ces guides, tout d'abord, le potentiel de réutilisation d'un élément de construction va être lié à l'existence d'une demande pour cet élément. La demande peut provenir de différentes sources, qui sont le marché de l'emploi, les ambitions de réemploi d'un nouveau projet, ou d'autres canaux comme la vente en ligne ou la donation. Il sera tout d'abord important de bien définir la portée de l'inventaire à l'avance. Avant de commencer un audit, il est important de comprendre les motivations des parties prenantes, les différents stimulants et le contexte dans lequel se déroulent les travaux. Donc l'évaluation de ces critères va permettre de définir la portée de l'audit. Donc on peut choisir de réaliser un audit très sommaire ou un audit qui va être plus exhaustif. Ça va également permettre de définir le choix de la personne qui effectuera l'audit. Alors, il est possible de réaliser différents types d'inventaires. Tout d'abord, des inventaires plus rapides qui vont être peu détaillés. Si, par exemple, le bâtiment contient beaucoup d'éléments qui vont être communément réutilisés ou qui ont beaucoup de valeur, ou si le but principal est la revente ou la donation, ou encore si les ambitions générales sont plus basses. Et on pourra plutôt réaliser un inventaire plus détaillé ou plus exhaustif si on a besoin de plus d'informations, par exemple dans le cas où on a des attentes plus élevées, si les architectes du nouveau projet sont déjà impliqués, ou encore si on vise la réutilisation d'éléments qui sont moins courants ou plus techniques. Donc, voilà, il y a différents types d'inventaires qui peuvent être réalisés. Alors, ce processus va généralement être dynamique et itératif. Donc, on va faire des allers-retours entre les actions d'inspection du bâtiment et les actions de documentation, le fait de compléter l'inventaire et ses annexes. Notamment lorsque certaines informations sont manquantes et qu'on a besoin de réaliser un inventaire un examen qui va être plus approfondi. Et donc, des études supplémentaires peuvent être nécessaires. Alors, pour identifier le potentiel de réemploi, on peut procéder de deux manières. La première manière va consister à travailler par analogie, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des best-sellers qui vont être faciles à identifier et pour lesquels il va être facile de trouver un repreneur. Donc certains produits vont avoir plus de chances d'être effectivement réutilisés et de trouver un acquéreur parce qu'en fait ils sont tout simplement plus couramment réutilisés. Donc on peut par exemple citer les tuiles et les ardoises, les carrelages de sol et les carrelages muraux, les équipements sanitaires, des équipements de voirie comme les pavés, des bordures en pierre, etc. Ou encore même des antiquités, des ouvrages architecturaux. La deuxième manière d'identifier le potentiel de réemploi, c'est de procéder en utilisant des critères positifs ou négatifs qui vont influencer la réutilisabilité des produits de construction. Donc on peut citer comme critère d'influence positive, par exemple, un état satisfaisant, une quantité suffisante, le fait que l'ensemble de matériaux est bien homogène ou à des dimensions standards, l'authenticité des matériaux, leur valeur économique, etc. Et on peut également citer comme critère négatif
le fait que les matériaux risquent d'avoir un impact sur la santé et la sécurité des utilisateurs, leur faible performance ou encore le fait qu'ils soient dans un mauvais état. Aucun de ces critères d'influence, tant positifs que négatifs, n'est totalement déterminant, mais ils vont donner une bonne indication des différents aspects et des facteurs que l'auditeur devra prendre en compte. Alors, ces inventaires réemploi, ils peuvent être complétés lors des visites de bâtiments ou lors d'une recherche documentaire, donc par exemple via des plans, métriques, cahiers des charges. On va en général effectuer une visite préliminaire et puis une deuxième visite pour vraiment vérifier le potentiel et bien compléter l'inventaire. On va tout d'abord récolter des données de base qui vont reprendre des informations sur le bâtiment, sur le propriétaire, sur l'auditeur, mais aussi sur la date de l'inventaire, et puis des informations de base sur chaque produit identifié. Donc notamment le nom du produit, une photo, les quantités, les dimensions, la masse, la localisation dans le bâtiment et leur état. Alors, dans l'exemple de droite, on peut voir que différents types de briques ont été référencés directement, même s'ils étaient toutes présentes sur le même site, mais elles ont été différenciées parce qu'en fait, il s'agissait de différents types de briques. Elles n'avaient également peut-être pas le même mortier, elles avaient une composition différente, etc. Alors, si on souhaite, on peut directement aller plus loin dans les précisions et indiquer des données supplémentaires. Ici, par exemple, on a indiqué des remarques sur la présence de fissures, sur la couleur des briques, sur le fait qu'il fallait peut-être faire preuve de prudence dans certains cas, etc. Et ensuite, on peut remplir des fiches complémentaires. Ce ne sera pas toujours utile dans tous les cas, mais c'est à voir en fonction du contexte de chaque produit. Ces fiches complémentaires peuvent demander une certaine expertise et un certain savoir-faire. Donc, on peut avoir des fiches complémentaires sur le produit, donc qui vont reprendre les constituants, les performances techniques ou mécaniques connues ou testées. On peut aussi avoir des fiches sur le contexte, quelles étaient les conditions d'utilisation, quelle est l'orientation des produits, quels sont les risques liés au contexte, etc. On peut également avoir des fiches supplémentaires sur les assemblages, encore sur les substances dangereuses ou polluantes, par exemple. Donc, ces informations complémentaires demanderont souvent des recherches supplémentaires et une certaine expertise, des tests de démontage, des analyses par des experts, des études techniques, chimiques, ou encore économiques ou environnementales. Donc, pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez consulter le site internet du projet FCRBE et télécharger le guide via ce lien. Alors, je vais maintenant passer à la dernière partie qui concerne le cadre technique des matériaux de réemploi. On constate que les matériaux de construction sont de plus en plus réemployés ces dernières années, mais il y a plusieurs questions liées à cette pratique qui se posent. En général, ces matériaux sont réutilisés sans suffisamment d'informations techniques que pour pouvoir leur accorder une confiance aussi grande que dans les matériaux neufs. Il y a donc des incertitudes qui concernent les performances techniques et il y a également de nombreux questionnements concernant notamment les questions de garantie et de responsabilité des acteurs qui vont récupérer, vendre ou réutiliser ces matériaux. Alors, selon nous, les matériaux de réemploi doivent répondre aux mêmes exigences techniques que les produits neufs, notamment pour des raisons de sécurité, par exemple. Et il y a donc la nécessité de développer un cadre technique pour ces matériaux de réemploi. C'est ce qu'on fait dans le cadre du projet BBSM, Bâti bruxellois, source de matériaux. Et donc, nous étudions cette question des performances techniques. Donc, une procédure est en cours de développement et concerne l'évaluation de ces performances. Elle se base sur deux concepts principaux, l'application visée et le gisement. Je les décrirai plus précisément après. Cette procédure est applicable dans le plus de situations possibles. Donc, qu'on soit dans un cas où on connaît déjà la future application du matériau, par exemple pour un réemploi sur site ou hors site, dans un cas où le matériau est revendu à un entrepreneur ou qu'il reste la propriété du maître d'ouvrage, ou encore dans un cas où la future application n'est pas encore connue et que le matériau va être récupéré par un revendeur de matériaux. Donc la procédure se déroule en 4 étapes. L'identification des exigences relatives à l'application visée,
l'analyse de l'état et de l'historique du gisement, la détermination des méthodes d'évaluation et enfin l'évaluation des performances techniques en tant que telles. Alors les deux premières étapes peuvent se dérouler l'une après l'autre ou simultanément en fonction des situations. Le premier concept, c'est l'application visée ou l'application future du matériau qu'on veut réutiliser. Alors, connaître l'application future va permettre de déterminer les exigences à appliquer au produit de construction pour qu'il soit apte à l'usage auquel il est destiné. Donc, on peut choisir une application qui va être identique à l'ancienne application du produit, si on la connaît, ou une application différente qui peut être plus ou moins exigeante. Si on ne connaît pas encore l'application future, donc par exemple dans le cas d'un revendeur de matériaux qui récupère des matériaux, il faudra définir une application la plus générale possible et adéquate en fonction de l'ancienne application si elle est connue. Donc si on prend l'exemple des briques par exemple, une application visée qu'on peut définir peut être une application en maçonnerie porteuse ou en maçonnerie de parement. On peut également utiliser des briques en revêtement de sol ou en mur de clôture ou en cloison intérieure. Et alors, il sera important de distinguer les maçonneries protégées des maçonneries non protégées des intempéries. Ensuite, on va identifier les exigences relatives à cette application visée. Donc, on a défini dans le cadre de ce projet deux niveaux d'exigences, les exigences fondamentales et les exigences complémentaires. Les exigences fondamentales sont les exigences qui vont être requises légalement ou nécessaires pour que le matériau soit apte à l'usage auquel il est destiné, en tenant compte de la santé et de la sécurité des personnes concernées tout au long du cycle de l'ouvrage. Donc, par exemple, pour les briques, comme exigence fondamentale, on peut avoir la résistance au feu, la résistance thermique, les substances dangereuses, la résistance à la compression, les résistances au cycle de gel-dégel ou encore l'absorption d'eau. Pour les exigences complémentaires, ce sont les exigences qui sont non fondamentales, mais qui sont spécifiques à un projet et qui vont être déterminées selon l'application visée ou les souhaits du maître d'ouvrage. Donc, par exemple, dans le cas des briques, on peut avoir des exigences sur les teintes, sur les dimensions, sur des défauts acceptables, ou encore sur la teneur en sel soluble actif qui va en fait avoir une influence sur la présence d'efflorescence ou non. Donc, ces exigences vont évidemment dépendre de l'application visée. Donc, par exemple, dans le cas d'une maison unifamiliale, la maçonnerie en briques n'aura pas besoin de répondre à des exigences de résistance au feu parce que les réglementations ne s'appliquent pas à ce cas-là. Et elles vont également dépendre des souhaits du maître d'ouvrage, car celui-ci va pouvoir définir des exigences précises concernant l'aspect des briques, par exemple. Alors, l'étape à réaliser soit en parallèle, soit avant ou après, en fonction des situations, concerne le gisement. Donc, on définit le gisement comme un ensemble de matériaux ou d'éléments d'un même type qui se trouvent dans une zone définie et qui présentent des caractéristiques et une histoire commune. Alors, dans le cas du réemploi, la notion d'histoire est importante parce qu'elle peut avoir influencé les caractéristiques originelles. Donc, dans la procédure décrite, le gisement est supposé toujours en place. S'il ne l'est plus, donc par exemple dans le cas d'une vente de matériaux de réemploi, soit le revendeur a déjà réalisé une évaluation de ses performances, soit la procédure est à réaliser en fonction des informations qui vont être disponibles. Donc si on reprend notre exemple des briques, on peut voir par exemple sur les images en bas de l'écran qu'on va devoir définir ici deux gisements parce qu'on va devoir différencier les briques de soubassement des autres parce qu'il s'agit d'un autre type de brique qui n'aura pas forcément les mêmes performances, ne serait-ce ici que par l'aspect. On va aussi devoir différencier des briques qui n'avaient pas la même application antérieure. Donc, par exemple, on va devoir différencier des briques qui étaient appliquées en pavage, de briques qui étaient appliquées en muret, même si ces briques se ressemblent. Et enfin, on va différencier des briques selon leur mise en œuvre et la composition des parois. Donc, par exemple, un mur qui est isolé, les briques présentes sur un mur qui est isolé vont être différenciées de celles présentes sur un mur non isolé parce que ça peut avoir une influence sur la manière dont elles ont vieilli. Si ça n'a pas été fait, c'est également à ce moment-là qu'il va falloir vérifier la démontabilité via des tests de démontabilité. Et ensuite, on va réaliser l'analyse de l'état et de l'histoire du gisement.
Donc on va pour ça récolter des informations visuelles mais aussi documentaires. Toute information qui concerne l'ancienne application et l'historique du produit peut être utile, donc va être récoltée. Ça permettra de considérer plus facilement que le produit peut convenir à une application d'exigences semblables ou moindres que son ancienne application. Donc, dans le cas de la brique, on va tout d'abord récolter des informations relatives au produit. Donc, par exemple, la date de mise en œuvre, le type de brique utilisée, des informations techniques si elles sont disponibles, comme des fiches techniques. Ensuite, tout ce qui est aspect visuel, comme la couleur, l'état de surface, des traces de peinture, des détériorations comme des fissures et des aspects quantitatifs. Ensuite, on va récolter des informations relatives à l'application, quel est le type d'ouvrage, où est-ce que ces briques se situent dans l'ouvrage, donc est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur, quelle était l'orientation. Et ensuite, on va récolter des informations relatives à la mise en œuvre et à l'entretien des briques. Est-ce qu'il y a eu des injections contre l'humidité, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des rejointoyages, des réparations, etc. Ensuite, la troisième étape va consister à confronter les données des deux premières étapes, c'est-à-dire les exigences et les informations sur le matériau. Ça va permettre de déterminer quelles sont les méthodes d'évaluation à appliquer. Cette étape va aussi permettre de créer et de fiabiliser les lots qui seront évalués. Donc, par exemple, pour l'exigence concernant la résistance au gel des briques, on peut récolter des informations visuelles pertinentes comme la présence de taches noires ou la présence de fissures. On va aussi récolter des informations complémentaires, documentaires, comme l'année de construction, qui va nous donner une indication sur le fait que la brique est présente depuis un certain laps de temps et qu'elle n'a peut-être pas connu de dommages dus au gel, ce qui va aussi nous donner une indication. Et on va ensuite passer à l'évaluation des performances en tant que telle. Donc on a défini trois types principaux d'évaluation: l'évaluation directe, l'évaluation indirecte et l'évaluation par essai. L'évaluation directe va viser à contrôler les performances visuellement ou en les mesurant simplement. Donc on peut contrôler par exemple une couleur ou une dimension de cette manière. L'évaluation indirecte va se baser plutôt sur des données documentaires. Elle peut consister à réutiliser la valeur initiale déclarée si celle-ci est disponible et si cette performance n'est pas susceptible d'avoir vieilli. Par contre, on peut aussi choisir de corriger cette valeur initiale avec un facteur de correction. On peut aussi décider d'utiliser des valeurs tabulées, comme par exemple les valeurs de la PEB pour les performances thermiques. Et enfin, on peut calculer ces performances. Alors, le troisième type d'évaluation est l'évaluation par essai. Il peut s'agir des mêmes essais que les essais normalisés appliqués aux produits neufs, mais il faudra faire attention au fait que ceux-ci peuvent être destructifs et donc il faudra vérifier si on peut se permettre de les appliquer aux matériaux récupérés en fonction du nombre disponible. Et il pourra également y avoir des différences au niveau de l'approche statistique qui est adaptée pour une production contrôlée en usine et non à la récupération de produits qui ont déjà vécu une première vie. Et donc ensuite, on peut également effectuer des essais alternatifs. Donc par exemple, adapter des essais normalisés qui ne conviennent pas aux matériaux de réemploi à cause de leur forme, par exemple. On peut aussi penser à mesurer une autre performance et à corréler cette mesure à l'aide d'un calcul à la performance recherchée. Et on peut également réaliser des essais in situ avant le démontage, par exemple. Alors, on a également repéré deux types d'évaluation alternatives. La première, c'est le contrôle de la chaîne, qui ne consiste pas à mesurer précisément une performance, mais plutôt à vérifier que le lot est homogène, en éliminant les éléments qui diffèrent trop des autres par un tri ou par de petits tests. La deuxième évaluation alternative, c'est l'évaluation lors de la nouvelle application. Donc, c'est une méthode risquée car le matériau peut ne pas convenir et le processus est à recommencer. Mais l'idée, c'est que cette méthode, comme toutes les autres méthodes, peuvent être combinées. Donc, les méthodes d'évaluation choisies vont dépendre du degré d'importance des exigences et peuvent être combinées les unes avec les autres. Donc, on acceptera peut-être, dans certains cas, par exemple, de ne pas effectuer d'essai quand on a affaire à une exigence complémentaire qui ne met pas en danger la sécurité de l'utilisateur, tandis que pour d'autres, un essai pourrait sembler essentiel. Et enfin, ces évaluations peuvent se dérouler tout le long du processus de déconstruction, donc depuis l'emplacement in situ avant déconstruction jusqu'à la remise en œuvre, en passant par toutes les
toutes les étapes de préparation, etc. Encore 4 minutes, Florence. Ok. Donc, pour donner un exemple de cette évaluation des performances techniques, on peut considérer la résistance à la compression des briques. Donc, on va pouvoir évaluer la performance via des essais, donc un essai normalisé comme via la norme EN 772. On conseillerait de réaliser cet essai sur 10 briques par lot, mais on pourrait considérer de réaliser cet essai sur moins de briques par lot si on a vérifié l'homogénéité du lot d'une manière ou d'une autre. On pourrait également envisager d'évaluer cette performance via une évaluation par essai, mais alternative, qui serait in situ. Donc, ce serait une mesure de la résistance à la compression à l'aide de 2 vérins plats. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, c'est juste des vérins, une pompe à huile et un extensomètre. Et cet essai peut être destructif ou non, c'est en fonction de ce qu'on peut se permettre et de la précision de la mesure qu'on veut. Donc évidemment, dans ce cas-là, la mesure sera moins précise qu'avec un essai selon la norme EN 772, mais ça peut déjà donner une bonne idée. Ensuite, on peut également évaluer de manière indirecte la performance. Si par exemple, on connaît l'application antérieure de la brique et qu'on sait que cette brique était présente dans une maçonnerie porteuse qui avait une certaine hauteur, on sait qu'a priori, elle a déjà une certaine résistance à la compression et en fonction de l'application visée, ça peut déjà nous donner une idée ou non de cette résistance. Et alors ensuite, on a aussi un contrôle de la chaîne qui peut permettre de vérifier l'homogénéité. Donc par exemple, on peut cogner 2 briques l'une contre l'autre et trier, éliminer les briques qui s'effritent et qui ne résistent pas à ces petits chocs. On peut aussi éliminer les briques fissurées ou les briques qui sont d'une couleur fort différente des autres. Donc la résistance à la compression, c'est une exigence importante. On conseillerait en général de faire des essais, mais le nombre pourrait peut-être être réduit si soit on connaît des informations historiques suffisantes qui permettent d'évaluer indirectement, ou encore on pourrait vérifier l'homogénéité du lot d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée est vraiment que si on permet de vérifier l'homogénéité du lot, on pourrait peut-être se permettre de faire moins d'essais. Maintenant, ces essais peuvent quand même sembler importants à faire. 1 minute. Ok, alors je vais juste conclure. Donc pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site PBSM et un article qui a été publié à ce sujet dans le CSTC Contact de janvier. Et au niveau des perspectives, donc je n'ai pu parler que de certains aspects de l'urban mining dans le cadre de cette présentation, mais il y a beaucoup d'autres éléments importants, comme le fait qu'avant de vouloir recycler ou réemployer des éléments, c'est toujours important de se demander si le bâtiment ne peut pas être maintenu en place plus longtemps, et l'entretien aura également un rôle à jouer. Et l'urban mining est un sujet avec beaucoup de perspectives, donc il y a notamment de plus en plus de technologies qui peuvent nous aider, que ce soit au niveau du monitoring pour l'entretien, mais également par exemple des scanners laser ou la photogrammétrie qui peuvent aider à réaliser des inventaires. Et les passeports matériaux pourraient également permettre de conserver des informations sur les matériaux pour faciliter l'entretien et le réemploi. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute.